Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première émission de Vis-à-Vis. Nous recevons aujourd'hui M. Abraham Denis Yoruba. Il est le président du groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, GPAT, coordonnateur de la coalition Accès à l'information. Il est aussi expert en gouvernance et responsabilité sociale de l'entreprise et consultant en droits de l'homme. Bonjour M. Abraham Yoruba. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous abordons un sujet d'actualité, les antagonismes autour de la CEI, la Commission électorale indépendante, dans le processus électoral ne sont-ils pas un frein à l'échéance de 2020? Tout de suite, nous allons commencer par la présentation du groupe dont vous êtes le président, le GPAT. Merci beaucoup. Merci à GKS TV de nous inviter, de nous donner l'opportunité d'échanger avec les Ivoiriens. Nous sommes très heureux d'être là. Je voudrais brièvement présenter notre groupe. Notre groupe est une coalition d'organisations qui a été mise en place en 2017, c'est-à-dire au lendemain de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, demandant à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la commission électorale indépendante. Vous savez que cet arrêt a été pris à la suite d'une requête de Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, l'ONG APDH, dont j'étais le président. Et durant 2 ans, nous avons bataillé dur à la Cour africaine pour obtenir cet arrêt. Nous avons mis ce groupe en place parce qu'il nous fallait faire un plaidoyer. Et comme vous le savez, l'union fait la force. Nous avons appelé les organisations de la société civile qui étaient engagées dans le processus électoral pour pouvoir ensemble faire le plaidoyer afin que l'arrêt soit exécuté et ensuite faire un suivi, évaluation du processus électoral en Côte d'Ivoire. D'accord. À ce niveau, est-ce que c'est parce que vous aviez des a priori sur certainement la volonté de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme ou juste pour faire du monitoring du processus électoral? L'un et l'autre, parce que vous savez que pour nous, il est important que nous fassions ce plaidoyer puisque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour qui protège les droits de l'homme. Et les obligations qui étaient mises à la charge de l'État étaient des obligations qui devaient être exécutées pour le bien-être des populations. Ceci étant, un État est une grande entité. Et lorsqu'un arrêt de cette envergure est pris, il faut qu'il y ait un plaidoyer, il faut bien que les gens comprennent ce qu'il en est pour qu'ils puissent commencer à bouger. Et c'est ce que nous avons fait. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place ce groupe. Deuxièmement, vous savez que les élections constituent un problème en Côte d'Ivoire. Pratiquement depuis le retour au multipartisme depuis 1990, notre pays n'a pas connu d'élections véritablement paisibles. En 90, il y a eu des troubles. En 95, il y a eu des troubles. Le coup d'État est intervenu. En 2000, il y a eu des troubles. Jusqu'en 2010, il y a eu des graves troubles. Et aujourd'hui, tout dernièrement, en 2018, ne serait-ce que pour les élections locales, il y a eu des troubles. Et tout ça, c'est accompagné des morts d'hommes. Pour nous, il nous fallait trouver le réel obstacle, le réel problème pour qu'il puisse être résolu afin de mettre fin aux pertes en vies humaines à chaque élection. Alors, je voudrais rappeler qu'en 2016, l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme demandait à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en conformité la commission électorale indépendante. D'autant que l'opposition se plaignait du déséquilibre de cette commission. Alors, cette même Cour vient de produire un arrêt dans lequel elle constate, selon le communiqué qu'elle a produit, un certain nombre d'observations. Vous, comment est-ce que vous avez saisi cet arrêt? Il y a 2 leçons que nous pouvons tirer de l'arrêt du 15 juillet 2020. La première leçon, c'est que la réforme engagée par l'État a besoin d'être améliorée. La réforme qui a été mise en œuvre au nom de l'arrêt de la Cour
au nom de l'arrêt du 18 novembre 2016, a besoin d'être amélioré. Deuxièmement, c'est que cette réforme n'a pas eu l'assentiment, ou du moins l'adhésion de tous les acteurs politiques. Puisque le deuxième arrêt est le résultat d'une requête d'un certain nombre de partis politiques engagés dans la course électorale pour les élections de 2020. Ce sont ces deux premières lectures que nous pouvons faire. Deuxièmement, quand on lit cet arrêt, on se rend compte qu'il y a encore des obligations qui sont mises à la charge de l'État. Notamment que la Cour a constaté, dans un premier temps, l'absence de mécanismes garantissant la désignation en toute transparence et indépendance des membres de la CEI par les partis politiques, notamment de l'opposition et les organisations de la société civile. Premier constat. Sur la base de ce constat, la Cour a donc pris deux obligations à la charge, a donc mis deux obligations à la charge de l'État. La première obligation, la Cour demande à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le processus de nomination des membres de la CEI par les partis politiques, notamment les partis d'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, soit piloté par ces entités elles-mêmes sur la base des règles prédéterminées, prédéfinies. Deuxièmement, que la Cour demande également au gouvernement de reprendre la mise en place des commissions locales. Je crois que là c'est troisièmement, mais entre-temps, il y a eu le dialogue politique qui a réuni le gouvernement et les partis d'opposition et qui a abouti à la réforme de la commission électorale indépendante. Dialogue auquel vous avez pris part à toutes ces étapes. Alors comment comprendre qu'aujourd'hui, on en est encore à parler de réforme de la commission électorale indépendante? Merci beaucoup, mais je pense que si vous vous souvenez très bien, le dialogue n'avait pas pu accoucher d'un consensus. Le communiqué qui a sanctionné ce dialogue a mis en exergue les points de désaccord et les points d'accord. Vous savez, quand nous disons ce communiqué, les points de désaccord étaient nombreux. L'État donc a pris sur lui la responsabilité de faire la synthèse et de prendre et de promulguer une loi à partir de la synthèse. Donc, ça veut dire que ce dialogue n'avait pas abouti à un consensus. Vous vous souvenez qu'un certain nombre de partis politiques n'avaient pas pu participer à ce dialogue jusqu'au bout, notamment le PDCI, une partie du FPI, EDS, etc. Et tous ces partis n'avaient pas pu participer jusqu'à la fin à ce dialogue. Donc, ça constitue un obstacle. Ensuite, cette loi a été prise, a été votée sans qu'il y ait la participation de tous les groupes parlementaires. Vous savez qu'un certain nombre de groupes parlementaires avaient également boycotté le vote de la loi. Néanmoins, elle a été prise par la majorité et la loi a été promulguée par le président de la République. C'est sur cette base que je pense que ces partis politiques qui se sont sentis lésés ont à nouveau saisi la Cour africaine pour avoir gain de cause. Voici les raisons qui fondent le deuxième arrêt ou bien le troisième arrêt de la Cour africaine sur cette question de la CEI. Alors dans son explication, ou sinon dans le communiqué que produit le gouvernement, il observe que les membres de la commission électorale indépendante sont effectivement indépendants et impartiaux et que la Cour est équilibrée et qu'il n'y a pas de dépendance institutionnelle, selon son explication de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce qu'on n'arrive pas vers un autre blocage? Écoutez, moi, je ne voudrais pas faire de commentaires sur le communiqué du gouvernement. Parce que c'est une lecture qui a été faite et sur cette base, le gouvernement a produit un communiqué. Seulement, ce que nous remarquons,
nous avons aussi produit un communiqué. Et ce que nous avons noté, c'est que à l'issue de cet arrêt, il y a 2 grosses obligations qui sont mises à la charge de l'État avant toute élection. Lesquelles? C'est très important. Et ce sont ces obligations que nous venons de rappeler. Que dans un premier temps, la Cour demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le processus de nomination, ou du moins de choix des membres de la CEI par les partis politiques et les organisations de la société civile, que ce processus soit piloté par ces entités elles-mêmes sur la base des règles préétablies. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que c'est l'État qui avait désigné les organisations de la société civile qui devaient fournir des membres à la CEI. C'est cela que la Cour remet en cause. Deuxièmement, c'est l'État qui avait désigné les organisations, ou du moins les partis politiques de l'opposition, qui ont également fourni des membres à la CEI. C'est ce que la Cour demande de corriger. Ensuite, la Cour demande de reprendre la mise en place des commissions locales qui sont énormément déséquilibrées à l'avantage de l'État. Donc, voici les 2 obligations que la Cour met à la charge de l'État avant toute autre élection. Alors, vous qui faites le monitoring du processus électoral, la Cour parle d'exécuter ces différentes obligations avant toute élection. C'est son expression, avant toute élection. Est-ce qu'on ne va pas là vers le ralentissement du processus électoral, sinon la modification du calendrier électoral? Absolument, parce que la Cour demande à l'État de lui donner de lui fournir un rapport dans un délai de 3 mois. Or, nous savons que dans 3 mois, au moins, les élections sont prévues pour le 31 octobre. Ce qui nous emmène forcément à aller vers une modification du calendrier si les choses ne sont pas faites avec célérité. Mais en tout état de cause, pour nous, ça ne doit pas être un problème. Puisque le calendrier est le fait des hommes. Pour l'objectif que nous visons, nous pensons qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. Nous allons à des élections à grand enjeu, à des élections importantes. Et il s'agit de définitivement mettre derrière nous les soubresauts des élections, disons des mauvaises élections que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit donc de prendre toutes les dispositions pour éviter la reprise de ce qui s'est passé dans le passé. Dans la proposition concrète, vous êtes d'accord pour la modification du calendrier électoral? Absolument, puisqu'il s'agit d'exécuter l'arrêt de la Cour. Donc, quand on exécute l'arrêt, en l'exécutant, ceci entraîne absolument la modification de ce calendrier. Et pour nous, ça ne devrait pas poser problème. Est-ce qu'entre-temps, le groupe, le GEPAD, travaille à une élection inclusive? Sinon, quelles sont les actions que le GEPAD a posées dans ce sens-là? La première action que nous avons posée, comme nous avons dit, nous sommes un groupe de plaidoyers. Depuis 2017, nous avons procédé par rencontre. Nous avons rencontré les autorités, certains membres importants du gouvernement, certains membres importants, les responsables d'institutions. Nous avons rencontré aussi les institutions internationales et les chancelleries occidentales qui sont dans notre pays, pour qu'ensemble, l'accent soit mis sur la nécessité d'exécuter d'exécuter cet arrêt. Donc, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et en plus de ça, nous avons fait des propositions de loi conformes à l'arrêt de la Cour africaine du 18 novembre 2016. Et dans ces propositions, nous y avons mis tout ce que nous pensions être bien pour avoir des élections transparentes, ouvertes et non violentes. Tu vas avoir quelques idées des propositions faites? Dans un premier temps, nous avons proposé que les partis politiques qui sont partis aux élections ne soient pas partis à la commission électorale indépendante. Ou du moins, si ces partis politiques y sont, qu'ils y soient
avec des voix consultatives et non des voix délibératives. Ça, c'est important. Nous pensons que la commission électorale indépendante doit être une commission qui doit arbitrer l'élection, le processus électoral. Et cette commission doit refléter l'impartialité par le choix de ses animateurs, par le choix des personnes qui l'animent. C'est pourquoi nous avions proposé tout de go que cette commission soit animée par les membres de la société civile qui n'ont pas d'ancrage dans les partis politiques, qui ne sont pas, disons, comment on peut dire ça, qui n'ont pas d'image des partisans. Ça, c'est important, c'est très important pour nous. C'est ce que nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui à réaliser. Et ça, c'est ce qui doit permettre à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections transparentes, des élections apaisées, des élections inclusives. Alors, est-ce que les représentants de la communauté internationale, les diplomates, la classe que vous avez approchée, vous donnent suffisamment de garanties pour faire en sorte que votre plaidoyer aboutisse? Les diplomates que nous rencontrons sont des diplomates. Ils ont un langage de diplomate. Ils prennent bonne note et ils nous promettent d'intervenir auprès de l'État parce que vous savez qu'il y a une notion qui est importante en matière de diplomatie, la souveraineté. Donc, ils vont intervenir, mais c'est vraiment pas pour imposer des choses à l'État. L'État est souverain, mais pour faire des propositions, pour négocier, pour parler à l'oreille de l'État. D'accord, on va terminer par cette quatrième partie qui concerne les actions concrètes du GEPAD, ce qui concerne cet arrêté qui a été pris par la Cour africaine des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous entendez faire, vous, pour vous faire entendre, pour obtenir, des gains de cause, pour un processus électoral apaisé? Notre méthodologie est la même, c'est le plaidoyer. Ce que nous avons fait, c'est qu'au lendemain de l'arrêt, nous avons produit un communiqué pour orienter nos actions, pour appeler l'État à exécuter cet arrêt conformément à l'article 155 de la Constitution ivoirienne, qui dispose que les décisions de justice sont exécutoires, elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter. Ça, c'est ce que nous dit notre Constitution. C'est ce que nous avons rappelé à l'État. Nous avons, dans ce communiqué, appelé l'État à mettre en œuvre, à exécuter cet arrêt. Mais, comme vous le savez, l'arrêt est arrivé dans un environnement de deuil. Et nous étions tous en deuil. Nous devions mettre en terre notre Premier ministre qui venait de nous quitter. Juste après cela, nous entendons envoyer des courriers afin d'être reçus et de reprendre notre action de plaidoyer afin qu'effectivement il y ait une action en faveur de la mise en œuvre de cet arrêt du 15 juillet 2020. D'accord. À vous entendre, vous avez bon espoir que tout se déroule bien. C'est sur cet espoir que nous allons terminer, certainement en vous demandant de passer un message à vos différents interlocuteurs ou à la population ivoirienne et aux acteurs impliqués dans le processus de paix, le processus électoral. Très bien. Dans un premier temps, je voudrais remercier GKS TV qui nous donne l'opportunité de parler à une bonne frange de la population ivoirienne. Nous pensons que la communauté internationale regarde la Côte d'Ivoire. Après avoir organisé plusieurs élections chaotiques, la communauté internationale veut voir si le pays a suffisamment de ressorts pour saisir cette opportunité afin d'avoir des élections apaisées en 2020. C'est pourquoi nous en appelons à la classe politique. Monsieur Abraham Yoruba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la prochaine émission, consacrée également au processus électoral. À nous retrouver bientôt.